Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour votre rendez-vous dédié à la tech. C'est 01 Hebdo, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies et c'est chaque jeudi sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Au sommaire cette semaine, François, nous allons découvrir le Surface Duo, en tout cas les fuites qui sont sorties sur Internet. On en sait un peu plus sur ce superbe smartphone à double écran. Et puis on vous fera découvrir ce petit objet qui, glissé dans votre poche, va vous éviter de rentrer en contact avec une personne. Évidemment, on parle de distanciation. Pendant le confinement, François, on a beaucoup fait et on fait encore beaucoup de télétravail, notamment des transferts de fichiers. On connaît WeTransfer, voici un concurrent français, il s'appelle Smash. Alors on en a beaucoup parlé durant ce confinement, la surveillance par drone, la reconnaissance faciale. Où en est-on? A-t-on le droit de nous surveiller? Enfin, on va parler gaming et hardware du gaming dans la chronique d'Aymeric Siméon que nous retrouverons tout à l'heure pour nous présenter les dernières innovations en la matière. Bon, Jérôme, attention, parce que si tu t'approches trop près, mon petit objet de distanciation va sonner, ok? Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Même un jour férié, nous sommes là. C'est parti pour 01 Hebdo. En effet, moi aussi j'en ai un, donc si je l'approche, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Voilà, si. ça, Ouh là là. je ne sais pas si vous l'entendez, oui, voilà, ça sonne un petit peu. Voilà. Et voilà, ça fait bip bip. C'est la technologie, on en parlera tout à l'heure avec la porte-parole de Invoxia, puisque c'est une entreprise dédiée à la tech française qui a réalisé ce petit objet. Avant de commencer toute l'actu de la semaine, Jérôme, évidemment, on revient sur notre question 01 Hebdo Orange, comme chaque jeudi. La semaine dernière sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange, nous vous demandions quel iPhone vous tentez le plus en ce moment, puisque les deux derniers, enfin il y en a un qui est déjà là, c'est l'iPhone SE et puis l'iPhone 12 qui est en préparation. Bon alors c'est un raz-de-marée, François, sans surprise, évidemment. Si on vous l'offre, j'imagine que vous préférez l'iPhone 12. Ça paraît logique. C'est vrai. Sauf si vous êtes vraiment un adepte du Touch ID. Et en portant ce masque, en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, le Touch ID. Alors ça, c'était la question de cette semaine. Notre question de ce jeudi. Alors, on va parler justement de ce petit objet connecté de distanciation. Seriez-vous prêt à porter un tel objet connecté de distanciation physique? Eh bien, pareil, sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, pour nous donner votre avis. Alors là, on a une première tendance qui est au non, mais c'est pas un raz-de-marée non plus quand même. Oui, continuez. Voilà, vous avez toute la semaine pour voter, bien entendu. On fera le point la semaine prochaine. C'est parti pour ce 01 Hebdo et on commence avec l'actu. L'actu, c'est une fuite, François. La semaine dernière, déjà, il y avait des fuites. Chez toi? Non. Non, dans 01 Hebdo. Pas la peine d'appeler le pompier. Enfin, le plombier. C'est le plombier plutôt, oui, pour les petites fois. Quoique, parfois, au début, c'est le plombier, après, c'est le pompier ou l'inverse. Exactement. Tu parles d'une fuite d'informations. Une fuite d'informations, les leaks, comme on dit. Et oui, la semaine dernière, c'était l'iPhone 12. On avait appris plein de choses grâce à des leaks. Cette fois-ci, c'est à propos du futur smartphone de Microsoft, le Microsoft Duo, ce smartphone à double écran qui a été présenté en octobre dernier, qui est annoncé pour la fin de l'année et qui commence donc à se dévoiler. Et c'est Windows Central qui a divulgué cette information. Voilà, c'est un téléphone assez étonnant, qui est assez alléchant, Jérôme, qui est composé non pas d'un grand écran pliable. Alors, ce qu'on voit là, c'est donc le Neo. C'est le Neo, c'est pas celui-ci. C'est le laptop, l'ordi. Parce qu'en fait, Microsoft a présenté deux nouveautés durant cette fin d'année. À la fois ce laptop, mais aussi donc ce Google Duo, qui est ce petit... Microsoft. Pardon, j'ai dit Google, c'est ça, Google. Microsoft. Voilà, qui présente cet appareil-là que vous voyez, qui est composé en fait de deux écrans, mais qui sont tellement collés les uns aux autres qu'on a l'impression finalement d'avoir une continuité. Et ça a l'air plutôt réussi. Ouais. C'est très intéressant parce qu'on est donc sur cette logique de smartphone transformable, dont l'écran s'élargit, mais on n'est pas sur le concept d'écran souple comme chez Huawei et Samsung. On est sur l'idée de deux écrans avec une charnière au milieu. Évidemment, il faudra que le logiciel et toutes les applications, malgré tout, soient adaptées à ce système-là. Alors, ce qu'on sait, c'est que donc il devrait y avoir ces deux écrans qui devraient faire 5,6 pouces chacun. 5,6 pouces, alors j'ai vérifié avant de venir, c'est plus petit que l'iPhone 11 Pro.
Et ça me semble plus petit que ce qu'on voit là à l'image. Donc je suis un peu étonné. Oui. Les images qu'on voit là, qui ont été dévoilées en octobre, ne sont probablement pas les images à la définitives. bonne échelle. Voilà, c'est ça. Ouais, elles sont pas. Et puis il est très fin aussi. Est-ce qu'il sera aussi fin? Ce qui serait formidable, mais bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que déplié, bien sûr, on a quasi la taille d'un bel iPad, hein, mais l'avantage, c'est que ça se replie. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait rentrer dans une poche ou alors aisément dans un sac à main. L'intérêt, enfin, la chose étonnante concernant ce Surface Duo, c'est qu'il tourne, et c'est pour ça que j'ai peut-être dit Google tout à l'heure, c'est qu'il va tourner non pas sous un OS Microsoft, mais sous Android. Tu es excusé. En effet, il tournera sous Android, donc ça c'est une info incroyable, parce que c'est le retour de Microsoft dans le smartphone, mais 2, c'est le basculement de Microsoft dans le monde Android, ce qui n'est pas vraiment une surprise depuis l'arrêt de Windows Phone. Donc sous Android 10 pour démarrer, on pourra le mettre à jour, donc d'après ces fuites récentes, on pourra le mettre à jour rapidement sous Android 11. Et puis, on en sait un peu plus sur les specs techniques. Donc l'écran, on l'a dit. Il y a le processeur, ce sera du Snapdragon 855. Et là, tu vas me dire, François, oui, mais pourquoi c'est pas du 865? Mais pourquoi c'est pas du 865, c'est Jérôme? dingue ça, alors que c'est vrai, le top du top, c'est le 865. Eh bien, j'ai la réponse. Pourquoi? C'est parce qu'il ne sera pas 5G. Et oui, et c'est vrai que le 865 est compatible 5G. Exactement, et le 865 nécessite pour fonctionner la présence d'une puce 5G séparée, et comme l'appareil, celui-là, le Duo, a été designé avant, il n'est pas du tout prévu pour accueillir une puce. Sans doute qu'il y aura une autre version. Alors, il aura un stylet, donc compatible avec les stylets, ça peut être plutôt sympa pour travailler. Et puis, un capteur d'empreinte, ça c'est la logique même. On espère que ce produit pourrait sortir d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que Microsoft avait promis en octobre dernier. Avec cette crise sanitaire, on aurait pu croire que la sortie aurait été décalée, mais il est toujours prévu sur le calendrier de Microsoft à la fin de l'année. On verra bien en tout cas. Voilà, et on n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Pour l'instant, on n'a pas de prix, mais c'est vrai que ce sera vraiment l'une des curiosités de cette fin d'année 2020. Jérôme, l'actu aussi cette semaine, elle vient de France avec ce petit objet que nous tenons entre les mains. Oui, alors, on vous refait la démo? Allez, on vous refait la démo pour voir si ça marche. Ça marche. Donc imaginez que nous ayons chacun cet objet sur nous dans la poche. Si on s'approche à environ moins de 2 mètres... Ça sonne. Voilà, je crois que j'ai mon micro qui se fait la malle, donc tu vas continuer sans moi. Voilà, donc l'idée c'est que si par exemple vous êtes dans une même entreprise, dans un open space, dans un couloir, et que vous vous croisez de manière trop proche, cet appareil est là pour vous rappeler qu'il faut respecter un minimum de distance. Et pour parler donc de ce Spacing Compagnon, nous avons Amélie Caudron qui est avec nous via FaceTime. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la CEO d'Invoxia, qui est une pépite française qui sort énormément d'objets connectés. Vous avez été dans les télécoms notamment. Et là, vous venez de sortir, alors à point nommé, cet appareil. Qui sert à quoi? Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous le décrire? Oui, bien sûr. Donc déjà, très simplement, pourquoi on a décidé de lancer ce produit. Donc la première raison, c'est qu'on arrive à un moment clé avec le déconfinement en termes de reprise de l'activité économique. Et on se rend compte que les entreprises ne devraient pas avoir à choisir entre la sécurité de leurs employés et la reprise économique. On voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui se font épingler parce qu'elles ne mettent pas en place suffisamment de mesures de sécurité pour rassurer les employés. On voit aussi que il y a un peu une angoisse du retour au travail et des rumeurs comme quoi la distanciation sociale pourrait durer encore quelques mois, voire plusieurs années. Et la deuxième raison, c'est qu'on se rend compte en revenant en reprenant la vie normale entre guillemets, que c'est très difficile d'acquérir ce réflexe de distanciation physique quand on revient sur des lieux auxquels on est habitué, notamment le lieu de travail. Donc concrètement, le produit, c'est une petite balise comme ça, la technologie est très simple, ça se met dans un badge ou dans la poche d'une blouse, et si à un moment je suis tellement absorbée par ma tâche que je me rends pas compte que je me retrouve dans une zone de danger à moins de 2 mètres d'un autre employé, le tracker va biper très simplement pour m'avertir et m'inciter à sortir de la zone de danger. Donc c'est particulièrement pertinent dans des endroits un peu confinés où les employés sont vraiment absorbés dans leurs tâches. On parle surtout de sites industriels, d'entrepôts, d'hôpitaux, de chantiers.
Et voilà, donc l'idée c'est de faire se rendre compte de ce que c'est réellement la distanciation physique et avertir et agir pour protéger l'employé. Alors, ce qui est amusant, c'est que en fait, ce produit que vous sortez, c'est un produit qui existait déjà chez Invoxia, qui était voilà, je vais vous le montrer, c'était le GPS Tracker, qui était une balise GPS pour suivre un sac, surveiller ses bagages, sa voiture, son vélo, etc. Et vous l'avez adapté technologiquement, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est vraiment une version logicielle complètement différente. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout de tracking. Vraiment, il n'y a pas besoin d'infrastructure, tout se fait en local et la balise fait uniquement ce renforcement de distanciation physique. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, l'idée ne vient pas de nous. On a eu une demande d'un gros secteur du CAC 40 qui voyait qu'on avait a priori toutes les briques. On est positionné sur des usages de protection du travailleur isolé, par exemple, et qui a demandé s'il n'était pas possible de bidouiller un peu pour avoir quelque chose qui réponde aux besoins. Et donc technologiquement, on avait déjà toutes les briques hardware et même software pour faire ça. Et puis on a la chance chez Invoxia d'avoir vraiment toutes les compétences en interne. Donc en quelques semaines, on avait prototypé quelque chose de fonctionnel, sachant que voilà, il y a vraiment une fenêtre de temps sur laquelle, pour accompagner le déconfinement, c'est maintenant. Si on avait voulu faire un produit, si on avait voulu faire un produit dédié, ça aurait été des mois de développement et d'industrialisation, et ce serait arrivé trop tard. Un petit mot sur la technologie. Tiens, il rebip mon tracker. Oui, parce que tu t'es rapproché de moi. Voilà, exactement, je me suis rapproché de toi. Quelle est la distance qu'il faut respecter pour que ça ne bipe pas ? Alors, ça va être, c'est paramétrable en fait. Ça va vraiment dépendre des besoins du client. On est autour de 2 mètres et après, c'est pas précis au centimètre près. D'accord. Ouais, parce que le tracker à la base, c'est un GPS qui utilise également le réseau LoRa. Basse consommation pour transmettre les informations, ce qui fait qu'il y a une autonomie très très longue, de plusieurs mois. Mais là, finalement, vous n'utilisez pas le GPS, mais en revanche, vous avez activé du Bluetooth là-dedans, c'est ça ? Alors, en fait, oui, le tracker intègre pas mal de capteurs et de technologies différentes. Aujourd'hui, on a le Bluetooth pour communiquer avec l'application. On a LoRa et Sigfox pour envoyer les infos sur les réseaux. Et puis, il y a toute la partie géolocalisation qui utilise de la triangulation Wi-Fi et des points GPS. Et là, on va utiliser, en fait, on croise deux types de signaux radio, en Bluetooth et en utilisant le LoRa. En gros, chaque tracker va écouter et émettre en même temps des signaux radio sur plusieurs bandes de fréquences en parallèle. Et on a fait pas mal d'algorithmes d'optimisation pour dire qu'en gros, quand on répond à certaines conditions de seuil de puissance radio, etc., c'est a priori qu'on a dépassé le seuil acceptable et donc on se met à biper. Amélie Caudron, on a bien compris que c'était pour les entreprises. Quid des données ? C'est-à-dire que est-ce que mon petit tracker Invoxia sera tagué François Sorel, celui de Jérôme sera tagué Jérôme ? Est-ce que, par exemple, l'entreprise saura que j'ai croisé Jérôme, j'ai croisé peut-être des collaborateurs ou des collaboratrices ? Comment ça marche au niveau sécurité et vie privée ? Oui. Alors, donc, au départ, on proposait cette option, c'est-à-dire on est capable de remonter plus de statistiques sur les incidents qui ont lieu, de participer à tout ce qui est traçage de contact. Et en fait, on a vraiment compris que c'était très controversé et que les entreprises n'étaient pas du tout prêtes à mettre en place ce genre de dispositif. Donc là, on n'a pas développé cette partie-là et on insiste vraiment sur le fait que tout est local, on ne remonte pas de données et il n'y a pas de traçage. L'idée, c'est vraiment sur la base du volontariat des employés. Et puis de les rassurer et de les protéger, mais pas du tout de tracer et de surveiller ce qui se passe. Ouais. En fait, on n'a pas besoin de s'identifier pour utiliser les trackers. Non. Ils sont livrés, c'est clé en main, c'est un appui sur le bouton et puis ça commence à fonctionner. Amélie Caudron, est-ce que ça aurait un intérêt pour tous les citoyens, ce type d'appareil ou pas ? Oui, dans la rue. Alors, on s'est posé la question, j'ai vu sur votre fil Twitter que quelqu'un avait commenté que ça pourrait être utile sur la ligne 13. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça paraît quand même assez peu probable. Ça voudrait dire une initiative au niveau gouvernemental. Et puis, il faut équiper absolument tous les citoyens pour que ça ait du sens. C'est assez peu probable. En tout cas, nous, on se positionne vraiment plus sur des usages d'entreprises qui ont besoin de rassurer les employés. Et beaucoup d'entreprises ont passé déjà commande ? Alors, on a beaucoup de tests en cours et on a beaucoup de demandes et on commence à avoir quelques déploiements
Mais voilà, dans les grands groupes, souvent, il y a quand même quelques étapes de validation avant un déploiement massif. Mais on sent qu'il y a un réel intérêt, quoi. Ça répond à un vrai problème. Combien ça coûte ? Alors, on commence avec des tarifs à 75 € par tracker qui sont dégressifs en volume. Donc, il y a une chose qui est assez intéressante, je pense, par rapport à d'autres solutions, qui est que si tout se passe bien et que la situation revient à la normale un jour, le produit ne sera pas perdu puisqu'on va proposer un programme d'échange pour passer le produit en mode tracker GPS qui pourra être offert à l'employé. Ah d'accord, donc oui, en fait, il suffit d'une simple mise à jour pour que ce produit retrouve l'utilité qu'il avait dès le départ, en fait. Voilà. Et ça pourrait être, par exemple, mon chien qui pourra en profiter. Voilà, si ce n'est que c'est le... Enfin, on a fait un tracker dédié pour les animaux qui est plus miniaturisé que ça. Oui, c'est pas celui-ci, oui, en effet. Pour les animaux. Très bien. Bien, merci beaucoup Amélie pour toutes ces précisions. Donc, voilà, en plus, ça tombe pile poil au bon moment. Hein. Ah bah oui. J'imagine que ça devait être quand même assez compliqué de mettre à jour ce produit aussi rapidement pour coller toujours aux besoins en fait des entreprises. Mais alors justement, le plus compliqué, c'était de tester, puisque avec le confinement, on ne pouvait pas forcément se rapprocher trop près d'autres personnes. Logique. Alors justement, on vous pose la question cette semaine, seriez-vous prêt à utiliser un tel produit, un objet connecté pour la distanciation physique, a priori donc dans une entreprise, comme on vient de l'entendre, ou même peut-être, comme on l'a évoqué, pourquoi pas, dans les lieux publics. Eh bien, vos réponses sont majoritairement non. Combien on est à 60 On est à 65 non, 65 et 35 oui, ce qui est quand même assez, c'est assez étonnant, 35% des personnes sondées, et le sondage ne fait que commencer, seraient prêts à avoir ce type d'objet. Tout à fait. Donc c'est pas anodin quand même, hein. C'est pas un raz-de-marée de non, comme on aurait pu l'imaginer. En tout cas, merci beaucoup Amélie pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes la CEO d'Invoxia. Voilà, une belle pépite technologique française. Mon cher Jérôme, je te propose maintenant de découvrir une autre start-up française. Juste après ce petit jingle évoqué, eh bien vous le savez, c'est la guerre de ces services de transfert de gros fichiers. On a un Français qui s'y est mis, c'est Smatch, et on en parle dans un instant. Et oui, Jérôme, on connaît tous WeTransfer. Il y a énormément il y a Google aussi qui fait ce type de service aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et il y a Smash. Et Smash, peut-être que vous ne connaissez pas cette start-up. Eh bien, elle est spécialisée justement dans le transfert de fichiers. Et vous allez voir qu'elle se démarque un petit peu de ses concurrents avec des services bien spécifiques. Et pour en parler, nous accueillons le cofondateur de Smash. Il s'agit de Romaric Guédard-Comte. Bonjour Romaric. Romaric, bonjour, vous êtes avec nous depuis Toulouse, c'est bien ça? Non, presque. Voilà, j'ai raté. Presque, non. Montpellier. Depuis Lyon. Ah oui. Toulouse-Lyon. Marseille. Cela dit, Lille. Toulouse-Lyon, ça sonnerait pas. On serait tranquille avec nos Invoxia. Non, pas de problème. Effectivement. Bon, alors, Romaric, c'est vrai qu'on le disait, les services de transfert de fichiers, il y en a plusieurs qui existent. WeTransfer, bien évidemment, qui est très, très populaire. Il y en a une multitude d'autres. Il y a Smash, donc, qui est un acteur français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et comment vous vous différenciez de tous vos gros concurrents? Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est du transfert de fichiers. On a un service de transfert de fichiers français. On s'adresse à la fois aux particuliers, mais aussi et surtout aux entreprises, peu importe leur taille, que ce soit des professionnels indépendants ou des PME, TPE, mais aussi des grandes organisations, peu importe leur secteur d'activité, et peu importe si elles sont dans le domaine du privé ou du public. On adresse vraiment toute typologie d'entreprise. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se différencie par rapport à des WeTransfer ou les très nombreux autres services de transfert de fichiers dits entre guillemets gratuits? Eh bien, de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a développé une offre qui va à la fois intégrer des fonctionnalités qui vont répondre aux besoins des collaborateurs de ces entreprises-là, afin qu'ils puissent envoyer de manière extrêmement simple et extrêmement rapide leurs fichiers volumineux. Mais au-delà de ça, on y a intégré un certain nombre de fonctionnalités qui vont répondre aux besoins spécifiques des directions générales ou des DSI,
des directions informatiques de ces entreprises, et puis également tout un tas de fonctionnalités pour les directions de la communication, pour qu'elles puissent, elles, pouvoir profiter des envois de fichiers des collaborateurs pour communiquer auprès de tous les acteurs de leur écosystème, c'est-à-dire leurs clients, leurs partenaires. Voilà. Donc pour résumer, on est un peu, entre guillemets, le Chronopost français, mais dans l'univers du numérique et du digital. Et on se positionne, à la différence de WeTransfer et d'un très grand nombre d'autres services de transfert de fichiers, principalement sur le marché de l'entreprise. C'est ce que vous disiez. Mais alors, il y a quand même une particularité, c'est que je crois que le WeTransfer limite la taille des fichiers à 2 gigas, alors que vous, si j'ai bien compris, mais je me trompe peut-être, il n'y a pas de limite, en fait, au transfert de fichiers ? Tout à fait. On a créé le premier service de transfert de fichiers au monde sans limitation de taille, de poids de fichiers et de nombre de fichiers qui peut être envoyé, et ce, de manière gratuite. Pour revenir un peu à votre question, comment on se positionne par rapport au WeTransfer et aux autres, aujourd'hui on est, on va dire, en concurrence frontale avec eux sur l'offre gratuite, uniquement sur l'offre gratuite, parce que sur les autres offres, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout positionnés. Eux ont un business model publicitaire, là où nous, on n'a pas de business model publicitaire, on se rémunère sur la vente d'abonnements mensuels ou annuels ou sur 24 mois, voire plus, auprès des entreprises. Nous, pour pénétrer ce marché mondial du transfert de fichiers qui existe depuis des années et des années, eh bien, on a souhaité créer l'offre gratuite la plus riche en termes de fonctionnalités. Donc, ça passe notamment par le fait qu'il n'y a pas de limitation de taille, mais au-delà de ça aussi, le plus riche en termes de performance. C'est-à-dire qu'on est également le premier service de transfert de fichiers au monde en mesure d'aller stocker les fichiers et les données de nos utilisateurs au plus près de là où ils se situent. Donc, par exemple, où il peut positionner un WeTransfer, c'est que pour les Français, les fichiers et les données vont être stockés en France, en région Île-de-France. Pour les Allemands à Francfort, pour les Anglais à Londres, pour les Américains en fonction de là où ils se situent sur le territoire, et ainsi de suite. Donc, et ça, c'est pas le cas de vos concurrents. Alors, non, nos concurrents n'ont pas la possibilité d'aller stocker vraiment au plus près de là où se situe l'utilisateur dans le monde. Donc, cet intérêt pour l'utilisateur, il est extrêmement facile à percevoir, puisque ça améliore fortement les temps de chargement et de téléchargement des fichiers. À partir du moment où on va stocker au plus près de là où il se situe, ça améliore les performances. Donc au-delà de proposer des fonctionnalités qui sont uniques aujourd'hui sur le marché, on essaye de proposer aussi des performances qui sont uniques. Parce que pourquoi on a créé Smash en fait à l'origine? Effectivement, on peut se dire, mais ils sont complètement fous de se lancer sur le marché où il y a des mastodontes de part et autre, c'est-à-dire en France, mais dans le monde entier, sur un marché qui existe depuis déjà des années et des années. Nous, en fait, on est parti de ce constat-là, c'est que depuis que la transformation digitale qui est en cours, on s'aperçoit que les collaborateurs des entreprises envoient de plus en plus de fichiers volumineux. Mais ça joue aussi pour les particuliers. On envoie de plus en plus de fichiers volumineux qu'on produit de par nos appareils photo, nos téléphones portables et autres. Et donc, on a besoin d'avoir un outil qui doit être extrêmement performant pour perdre le moins de temps possible dans son quotidien pour envoyer des fichiers volumineux. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que ça soit aussi rapide, aussi fluide, qu'il y ait le moins de friction possible, au même titre que quand on envoie un email avec une pièce jointe légère ou sans pièce jointe. Ouais, Romaric, qu'on comprenne bien, vous dites que vous êtes gratuit, vous avez des spécificités, etc. Mais alors, quelle différence avec entre l'offre payante et l'offre gratuite? Alors, dans l'offre gratuite, en fait, on répond qu'aux besoins des collaborateurs qui ont besoin d'envoyer des fichiers rapidement et facilement. Dans l'offre payante, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre plein de fonctionnalités qui permettent aux entreprises, en fait, de reprendre le contrôle du respect de la confidentialité des données. Parce que c'est d'ailleurs de ce constat-là que. Alors voilà, ça c'est la question qu'on allait vous poser. Parce que ça veut dire que dans l'offre gratuite, elle n'est pas garantie? Alors, si, elle est garantie, mais quand vous êtes tout seul, entre guillemets, à envoyer des fichiers, vous envoyez des fichiers qui vous concernent, vous, entre guillemets. Alors que quand, dans une entreprise, et c'est de ce constat-là qu'on est parti, c'est que dans des grandes organisations, privées ou publiques d'ailleurs, et même dans des petites PME, c'est que les collaborateurs, et c'est ce qui a fait le succès de WeTransfer notamment, c'est se réfugier sur l'utilisation de services gratuits de transfert de fichiers. Pourquoi? Parce que les services qui sont proposés aujourd'hui par ces entreprises ne répondent plus aux besoins des collaborateurs. Trop complexes à utiliser et donc perte de temps pour les collaborateurs qui, lui, veulent aller au plus vite. Donc le collaborateur, il se réfugie vers des services gratuits comme WeTransfer, qui leur permet de manière extrêmement simple et rapide d'envoyer des fichiers. Mais le problème pour l'entreprise, c'est que l'entreprise, quand les collaborateurs envoient chacun
dans son coin des fichiers, elle n'a absolument plus le contrôle du respect de la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'un collaborateur utilise WeTransfer, par exemple, pour envoyer ses fichiers à un client. L'entreprise n'a pas de visibilité sur ce qui se passe derrière et sur quels fichiers, par exemple confidentiels, sont envoyés auprès des acteurs de l'écosystème de l'entreprise. Donc nous, on donne la possibilité... Exactement. Elle perd à la fois le contrôle du respect de la confidentialité des données, parce qu'elle n'a aucune information concernant WeTransfer. Elle ne sait même pas qui utilise WeTransfer, qui utilise un autre service gratuit. Chacun dans son coin, chaque collaborateur dans son coin utilise des services qu'il a l'habitude d'utiliser à titre personnel quand il envoie des fichiers dans son entourage. Donc il reproduit le même schéma en interne au sein de l'entreprise et utilise des services gratuits. Sauf que là, l'entreprise a absolument zéro contrôle sur ce qui se fait. C'est-à-dire que sur l'offre premium, vous donnez la possibilité aux services informatiques de l'entreprise de savoir ce qui rentre et qui sort, quoi. Exactement. En fait, c'est la direction informatique, la direction générale qui va déployer Smash pour l'ensemble des collaborateurs, qui va dire maintenant aux collaborateurs, pour envoyer des fichiers volumineux, il faut utiliser Smash. Donc, ce qu'il fallait absolument proposer aux collaborateurs pour qu'ils utilisent les services et que ça ne fasse pas comme ça a pu le faire dans le passé, c'est-à-dire un refus des collaborateurs d'utiliser le service qui est mis en place par la direction informatique parce qu'il est trop complexe, eh bien, il fallait absolument que le service soit aussi simple, aussi fluide qu'un WeTransfer, voire mieux. Une petite question, Romaric, encore. Oui. Non, et ensuite, j'allais en venir pour les directions générales et les directions informatiques, c'est qu'elles, on leur met tout un tas de fonctionnalités qui leur permettent de pouvoir avoir des reportings précis sur tous les flux d'envoi, les flux de réception de fichiers, avec des trackings précis sur tout ce qui se passe. Voilà, ils reprennent vraiment le contrôle du respect de la confidentialité. Et au-delà de ça aussi, c'est une innovation de service qu'on propose pour les directions de la communication, interne ou externe des entreprises, c'est qu'on leur donne la possibilité de reprendre le contrôle de l'image qui est véhiculée. Parce que moi, je suis un ancien de la com, j'ai travaillé dans une très grande agence parisienne de communication où on échangeait systématiquement nos fichiers avec nos clients, qui sont des clients du CAC 40, des fichiers à travers WeTransfer, ce qui était interdit par la direction générale, mais en tant que collaborateur, on voulait aller vite, donc on utilisait des services comme WeTransfer. Eh bien, ça nous est arrivé plusieurs fois de transférer des fichiers à nos clients, et nos clients, quand ils téléchargeaient le fichier, ils découvraient en fond d'écran plein pot un visuel et une publicité d'un concurrent. C'est-à-dire qu'au-delà de perdre le contrôle de la confidentialité des données, l'entreprise perd également le contrôle de l'image qui est véhiculée. Parce que ces services gratuits comme WeTransfer ont des business models publicitaires. Donc l'entreprise ne maîtrise pas les contenus qui sont diffusés derrière. Donc nous, on donne la possibilité aux directions de la com de pouvoir brander tous les envois, mais au-delà de ça, profiter aussi des temps de chargement et téléchargement pour diffuser des contenus vidéo, par exemple, qui vont relayer l'actualité de l'entreprise pour mettre en avant une innovation, un lancement produit et autres pendant les temps de chargement et téléchargement. Romaric, un petit mot sur l'offre grand public qui nous intéresse, qui nous correspond plus. Voilà. Elle est actuellement gratuite. Est-ce qu'elle va le rester en permanence ou bien c'est juste un produit d'appel pour... Il n'y a pas un système de liste d'attente, de file d'attente quand on envoie un fichier, etc. Alors en fait, elle va rester gratuite, ça fait 3 ans qu'elle est gratuite. Nous, en fait, c'est un produit d'appel auprès des grandes entreprises et même voire plus petites entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est rentrer, en fait, c'est une stratégie de pénétration du marché mondial, c'est-à-dire qu'on rentre par cette offre gratuite qui se veut extrêmement riche au sein des entreprises. Et ensuite, une fois qu'il y a beaucoup d'usages, les directions générales nous contactent en nous demandant si on a une offre entreprise qui peut être déployée pour que elle puisse reprendre le contrôle. Mais donc sur cette offre gratuite-là, elle va effectivement le rester, elle a vocation. Nous, elle nous sert au quotidien en fait pour vendre aux entreprises, aux grandes entreprises. Oui, pour tester en quelque sorte, c'est ça. Comment ? Comme ça, ils testent. Exactement. En fait, même au-delà de tester, c'est-à-dire que c'est les directions générales qui nous appellent en disant voilà, on a détecté qu'il y avait un usage fort de votre service depuis quelques semaines, parce qu'il y a une viralité très forte au sein de notre service, c'est intrinsèque à notre service. On a détecté qu'il y avait un usage très fort. On aimerait savoir si vous n'avez pas une offre entreprise qui nous permet de reprendre le contrôle. Parce que là, tous les collaborateurs utilisent votre service dans leur coin, mais on n'a pas de contrôle. Et c'est là où on vient de vendre notre offre entreprise. Donc nous, c'est une stratégie de pénétration de marché, cette offre gratuite. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a rendue la plus riche, parce que ce n'est pas là-dessus qu'on va être amené à générer du business. Romaric, après, merci beaucoup. Alors oui. écoute, on sent que vous êtes communicant, ça on le sent tout de suite, qu'on a affaire quand même à un gros poisson. Non, juste au vu du contexte actuel qui a accéléré le développement du télétravail dans un très grand nombre d'organisations privées ou publiques, et ça fait depuis maintenant 2 mois effectivement qu'on a détecté, notamment sur cette offre gratuite qui est disponible sur PC mais aussi sur mobile, iOS ou Android,
une explosion des usages, c'est-à-dire que dans l'espace par exemple, des 15 premiers jours du confinement, c'est 300 000 nouveaux utilisateurs actifs qu'on a pu acquérir, et sur le mois d'avril, ça continue à se poursuivre. Très bien. Donc, merci beaucoup Romaric. Smash, je vous en prie. concurrent français de WeTransfer. Et vous l'avez compris, la particularité, alors Romaric a été un petit peu plus long pour l'expliquer, mais la particularité, c'est qu'on peut donc télécharger des fichiers et uploader des fichiers sans limite de taille, ce qui est plutôt sympathique. Merci beaucoup Romaric. Je vous en prie. On va enchaîner avec une autre intervenante que vous connaissez. Il s'agit de Marion Simon Reynaud. Voilà, puisqu'on poursuit ce 01 Hebdo, vous le savez, avec Marion. Est-ce qu'on a le petit jingle de Marion? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Certainement. Marion Simon Reynaud, Planète Tech. Bonjour Marion, tu es là? Bonjour à vous. Bonjour Marion. Alors Marion, on va parler de surveillance, un sujet qui nous passionne avec Jérôme. On l'avait déjà évoqué d'ailleurs dans 01 Hebdo la semaine dernière, mais vous pouvez retrouver une enquête, un article très intéressant de Marion sur 01net.com. Entre les drones et les caméras, Jérôme, on ne sait plus où donner de la tête. Exactement, c'est vrai que toujours dans cette idée de surveiller le port du masque, le fait que les gens ne soient pas trop proches les uns des autres, y compris dans les lieux publics, etc., on voit se développer des tas de technologies. Et alors, il y en a une qui a un peu fait parler d'elle, qui a pas mal fait parler d'elle notamment, c'est l'utilisation à Paris par la police de drones, pour la première fois, des drones de surveillance qui se sont mis à survoler certaines zones pour vérifier que, il n'y avait pas des groupes trop proches, sauf que, c'est des drones, ils n'ont plus le droit de voler, n'est-ce pas Marion? Et oui, c'est le Conseil d'État qui l'a dit lundi, qui a ordonné la suspension de toute utilisation de drones de surveillance en France. Enfin, à Paris, plus exactement. Mais selon les avocats de la Quadrature du Net et de la Ligue des droits de l'homme qui ont attaqué en justice ce dispositif de la police et de la gendarmerie, ce serait une décision qui pourrait s'appliquer à l'ensemble du territoire français. Alors, Marion, juste avant que tu nous expliques un petit peu tout ça, qu'est-ce que ces drones, quelle était la mission de ces drones en fait? Ils volaient dans la rue, pourquoi exactement? Alors en fait, ils essayaient de faire respecter les mesures du confinement, donc c'est-à-dire tout en torse et des gens dans la rue. Ils venaient, ils survolaient le petit groupe et il allait leur expliquer avec un petit haut-parleur de rentrer chez eux et d'éviter de stagner sur la voie publique alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y être. Ouais, il y avait un haut-parleur, c'est ça, il y avait des messages aussi qui étaient diffusés. Oui, voilà, c'est assez étonnant, ça fait un peu science-fiction, mais ça s'est passé à Nice d'abord, puis à Cannes, ensuite ça s'est passé à Paris, Bordeaux, Besançon. C'est vraiment une pratique qui s'est généralisée. Le Sénat comptabilise 251 vols de surveillance du 24 mars au 24 avril. Donc c'est vraiment un dispositif inédit qui en fait, appelait les gens dans la rue à rentrer chez eux. Ouais. Et ensuite, pendant le déconfinement, c'était la même chose, mais pour surveiller que les groupes soient de moins de 10 personnes et respectent bien les mesures de distanciation sociale. Mais alors, voilà, c'est fini depuis lundi. Tout, ouais, mais bon, alors ça partait quand même d'un bon sentiment. Le but du jeu, c'était ça rentrait dans le cadre de la protection des personnes. Ça n'espionnait pas les gens, en fait. C'était simplement pour, en fait, disperser des groupes de personnes. Et oui. Alors ça, c'est la question. Voilà. Pourquoi est-ce que ça a été interdit, en fait? Parce que ça avait d'ailleurs été la plainte, je crois, avait été rejetée en première instance, et c'est le Conseil d'État qui a interdit. Pour quelle raison? Pour atteinte à la vie privée. En fait, il n'y avait aucun texte qui encadrait l'utilisation de ces engins. Donc, il n'y avait aucune disposition qui permettait de savoir la durée de conservation des images, qui y avait accès, comment. Et en fait, c'est ce manque et ce vide juridique qui a donné raison en fait, à la plainte qui, effectivement, avait été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Et ensuite a été accepté, validé, on va dire. Le Conseil d'État a donné raison aux deux associations de défense des libertés individuelles parce qu'il manque en fait un texte qui pourrait déterminer les contours d'un tel dispositif. Le Conseil d'État a dit que si la police voulait réutiliser ces engins, il devait avoir
un texte, un arrêté qui donne bien et encadre bien la techno et son utilisation. Parce qu'en fait, effectivement, on ne savait rien sur ce qui se passait avec ces images, qui avait accès, comment, pendant combien de temps. Ouais. Et c'est cette atteinte à la vie privée qui a été, qui a fait qu'on arrête cette utilisation. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'ils vont peut-être très certainement revenir, ces drones. Simplement, ils seront mieux encadrés juridiquement, quoi. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ils sont cloués au sol parce qu'il manque ce texte. Mais le recours, c'est d'en faire un rapidement. Et en ce moment, c'est un peu la folie des lois. Donc, effectivement, c'est très possible. Ouais, puis la CNIL va voir un peu, essayer de voir un peu, fixer les règles sur ce qu'on a le droit de faire, pas faire avec les images, etc., quoi. Alors ça, c'était le premier volet. C'était le premier volet. Le deuxième, ce sont ces caméras de surveillance qui sont là, entre autres, pour surveiller si oui ou non, Jérôme, on porte un masque. C'est ça, Marion ? Oui, effectivement, il y a une expérimentation inédite qui se passe en ce moment dans le métro parisien, qui va durer pendant 3 mois dans la station de Châtelet-Les Halles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt Paris, au cœur de Paris. Oui, et il y a plutôt beaucoup d'usagers. Et en fait, il y a un logiciel qui a été développé par Data Calab, une société française, qui est capable de déterminer selon les images qui porte un masque et qui n'en porte pas. Alors le but, c'est pas d'infliger des amendes aux gens repérés sur la caméra qui n'en porteraient pas, mais c'est pour aider en fait la RATP et les agents en général à savoir qui possède un masque, à en donner aux autres et à établir cette pension en fait, puisque vous le savez, depuis le 11 mai, c'est devenu obligatoire en fait. Mmh. Dans les transports en commun. Dans les transports en commun, oui. Et certaines boutiques peuvent l'exiger également. Donc, c'est pas pour fliquer les gens, on va dire, enfin, officiellement, en principe, et on l'espère. C'est pas pour les gronder, c'est pas pour les verbaliser. Peut-être un jour, on ne sait pas. Alors, voilà, effectivement. Pour l'instant, la société comme la RATP assure travailler en bonne collaboration avec la CNIL et que tout est sous contrôle, que c'est pas un moyen coercitif, mais plutôt incitatif pour dire, ben voilà, si vous n'avez pas de masque, n'hésitez pas à venir vers nous, de savoir combien de masques la RATP doit fournir. Voilà, donc c'est vraiment plutôt un outil, on va dire, d'évaluation statistique, voilà, un tableau de bord, qu'un moyen de repérer les contrevenants et les personnes qui feraient des entorses à cette obligation. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri. C'est amusant, enfin c'est amusant ou pas d'ailleurs, mais ça fait partie de toutes ces technologies qui sont en développement aujourd'hui. On en parlait déjà la semaine dernière. Un coup c'est pour vérifier le port du masque, un coup c'est pour vérifier la température, ce qu'on apercevait juste avant, là c'était des caméras thermiques. On en parlait la semaine dernière d'ailleurs. Oui, voilà. Il y a des tas de choses qui se mettent en place, des caméras aussi qui sont capables de justement de détecter s'il y a des groupes de personnes, des trop grands groupes, etc. Le jour où on aura une caméra qui détectera si on a un masque et la température, on va direct en prison. Ah, mais ça existe, ça existe. Il y a des. Ça existe. Il y a une boîte française, il y a Outside qui a lancé ça là récemment. Et justement, ils ont lancé leur dispositif de caméra 3D dans l'aéroport de Roissy en janvier 2020. Ouais. Donc on peut imaginer qu'effectivement, ce soit. Mais pour l'instant, elles ne contrôlent pas les masques. Hein. Elles surveillent juste les flux des gens. Mais ils disent qu'ils sont capables. Hein. Ils peuvent le faire. Ouais. Elle sert à quoi cette caméra à Roissy, Marion ? Elle permet de déterminer en fait les mouvements des personnes et savoir comment se déplacent, pour gérer les flux en fait de circulation. Mais si, oui Marion. Non, dis-moi, pardon. Non, mais elle peut être upgradée, enfin mise à jour, enfin on peut activer les fonctions détection de masse, détection de température, etc. si besoin. Elle sait le faire. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, c'est un peu le cas. Il y a plusieurs startups qui proposent ça. Il y a aussi Stereolabs qui propose, allié à une intelligence artificielle, également de pouvoir capter la distance au centimètre près entre les personnes dans un lieu public ou sur la voie publique. Et donc là, effectivement, c'est un peu l'ébullition dans ces sociétés, puisque si jamais ce serait une généralisation dans l'espace public, c'est quelque chose qui peut exploser, quoi. C'est exactement ce dont on manque, entre guillemets, ou ce dont la police manque pour savoir qui fait quoi et quand. Après, ça fait peur, hein, mais il faut l'encadrer, voilà. Il faut tout vérifier, il faut surveiller les surveillants.
Eh bien, dis-moi, on n'est pas Surveiller touché. les surveillants, effectivement, belle formule. Merci Marion. Merci à vous. beaucoup Marion. Journaliste à 01net.com. Un mot peut-être, Jérôme, sur notre question 01net Orange. Et oui, puisqu'on reste un peu dans le sujet finalement. Et oui. Sur Twitter, hashtag 01hebdo, hashtag Orange. Êtes-vous prêt à utiliser un objet connecté de distanciation sociale comme la petite balise connectée qu'on vous montrait tout à l'heure? Puis il y a d'autres choses, il y a même des montres qui existent, des bracelets connectés qui bipent quand on se rapproche trop près des gens. Ben voilà, on est toujours majoritairement non, mais il y a quand même presque 35% d'entre vous qui sont prêts à utiliser ça. Exactement, 35% qui seraient prêts à avoir ce type d'objet. N'hésitez pas, vous avez toute la semaine pour voter, bien sûr, sur le compte Twitter de 01TV avec hashtag 01hebdo, hashtag Orange. On a encore quelques minutes à passer ensemble dans ce 01 Hebdo. On va parler gaming, un sujet un petit peu plus léger. C'est bien, juste avant le week-end. Voilà, exactement. Surtout qu'on va vivre une année 2020 passionnante dans le monde du jeu vidéo. Et c'est avec Aymeric Siméon qu'on retrouve tout de suite. Aymeric Siméon, notre gamer, est en ligne avec nous, en visio. Aymeric, es-tu là? Je suis là. On te voit, tu vas apparaître dans un instant, Aymeric. Voilà, c'est magique. Aymeric Siméon, journaliste à 01net.com, vous le savez, spécialisé entre autres dans le jeu vidéo. Et tu avais envie de nous faire un petit point sur, on va dire, toutes les nouveautés gaming sur PC. Il y en a pas mal. Et on va parler de cartes graphiques, mais aussi d'accessoires, etc. On va peut-être commencer par la résurrection d'un constructeur de cartes graphiques, c'est AMD, qui revient un peu sur le devant de la scène, avec surtout des processeurs. Alors là, tu es en pause, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça revient, Aymeric. Hop, coucou. Oui, tu es là, c'est bon. C'est le propre du gamer, c'est qu'il peut se mettre en pause. Alors parle-nous d'AMD. C'est ça. Bah écoute, surprenamment, déjà bonjour à tous. Hein. Bonjour. Voilà, bah oui quand même. Hein. Quand même. C'est pas parce que c'est veille de week-end qu'il faut, enfin week-end prolongé pour les chanceux, qu'il faut faire l'impasse sur les bonnes manières. Alors oui, alors effectivement, on parlait d'AMD. Eh bien, effectivement, François, tu as tout à fait raison. AMD revient dans le cercle très fermé des gamers. Cercle fermé parce que jusqu'à présent, il n'y avait que Intel et Nvidia qui dominaient un peu les débats. Hein, comme ça. Et AMD, là, revient depuis le tout début de l'année, après avoir présenté des processeurs Ryzen pour PC portable. Eh bien, il y a toute une nouvelle vague de puces là, qui est en train d'arriver dans les machines qu'on va commencer à trouver que maintenant, parce que le coronavirus a un petit peu tout chamboulé, mais il y a tout un tas de nouvelles puces AMD qui sont en train d'arriver avec jusqu'à 8 cœurs et qui ne sont dédiées qu'au gaming. Voilà, donc on va retrouver des puces AMD dans des machines de jeu et c'est assez nouveau pour le coup parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de processeur de calcul AMD dans une machine de jeu. Et en termes de performance, Aymeric, est-ce que c'est meilleur, par exemple, que Nvidia, qui est le principal concurrent? Alors, en fait, là, on va plutôt l'opposer à Intel, hein, pour le coup, parce que là, on parle vraiment de processeurs de calcul, hein, pur et dur, le CPU, pas le GPU. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment sur le processeur central, qui n'est pas vidéo, on va dire. Voilà, le processeur pur et dur. Hein, oui, voilà. oui. Là, on va... Écoute, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer parce qu'on n'en a eu que très peu. J'ai reçu ma première machine en AMD, là, il y a quelques jours à la maison. Donc, je vais pouvoir commencer un petit peu à voir ça. Sur le papier, il y a l'air d'y avoir de très très belles promesses. Ça a l'air de plutôt pas mal pour le coup. Maintenant, reste à savoir si AMD va réussir finalement à convaincre à la fois avec ces puces-là, mais aussi avec tout le parc de technologies qui sont finalement vendus avec. Parce qu'il y a tout un tas de technologies qui, à partir du moment où tu vas utiliser un processeur AMD, donc de calcul pur, le CPU, et un GPU AMD, donc là-dessus, ils sont encore un peu faiblards, on les attend encore un peu, mais il y a des machines qui commencent à mêler les deux. Il y a des technologies qui permettent de basculer de la puissance d'une partie à une autre, qui sont à l'œuvre, etc. Voilà, tout ça, c'est tout un tas de choses qu'on va s'empresser de tester dès qu'on va le pouvoir de façon concrète. Mais en tout cas, sur le papier, il y a plein de choses sympas. Et il y a des belles avancées. On sent qu'AMD vraiment c'est bien réveillé. C'est dit bon, qu'est-ce que je peux proposer que les autres font pas, etc. Voilà, il y a de l'innovation.
et c'est une innovation qui est plutôt plaisante en fait et qui pourrait créer une belle surprise. Émeric, est-ce que ça sera un bon rapport qualité-prix? Je suis un gamer moins fortuné, ça vaudra le coup peut-être de me tourner vers AMD à ce moment-là. AMD s'est toujours battu d'ailleurs sur les prix. Oui, bien sûr. Tout à fait. Historiquement, AMD a toujours joué une carte prix très forte. Capable de venir challenger Intel et Nvidia à des points prix vraiment très très agressifs, très intéressants. Oui, je pense que les gamers pourront s'y retrouver. Si les performances sont au rendez-vous, je pense que Intel comme Nvidia vont devoir peut-être un petit peu retravailler leur feuille Excel pour voir un petit peu où est-ce qu'ils peuvent tirer les prix. Voilà, ça c'est sûr. Très bien. Alors ça, c'était l'actu AMD. Autre actu, c'est Nvidia. Quoi de neuf chez donc on va dire le roi du graphisme, le leader Nvidia, de la carte graphique, le leader évidemment. C'est ça. Alors Nvidia a lancé depuis quelques mois, renouvelle pas mal ses gammes de cartes graphiques pour les PC portables, notamment avec l'introduction de cartes graphiques dites RTX Super, donc qui sont des déclinaisons des cartes graphiques de bureau, qui portent aussi le nom de Super, donc les GeForce RTX Super, qui sont un peu plus puissantes que les GeForce RTX normales, forcément. Bah oui. Voilà, parce qu'elles sont super. Oui. Donc voilà. Donc celles-là, on va les retrouver plutôt sur des machines plutôt haut de gamme. On va pas se cacher, c'est quand même des puces très puissantes qui ont un certain coût. Donc on va les retrouver dans des machines assez haut de gamme, mais pas forcément des énormes bécanes, puisque ces deux puces-là sont quand même faites pour intégrer des machines qui vont être plutôt fines. Voilà, donc pas forcément des énormes monstres, des gros Alienware ou des grosses machines fabriquées ou assemblées par des constructeurs allemands ou asiatiques, etc. Non, là on va être sur des machines assez fines, assez jolies. Donc va falloir voir un petit peu ce que ça donne. Et puis en termes de techno pure chez Nvidia, il y a eu tout un renouvellement de nomenclature et de standards. Donc Nvidia a travaillé notamment à améliorer sa technologie Optimus, qui permet de, pour faire simple, ne réveiller le processeur graphique que quand on en a besoin. C'est-à-dire que quand sur un PC portable vous avez une carte Nvidia et un processeur Intel ou AMD, puisque ça marche avec les deux, vous faites de la bureautique, vous n'avez pas besoin de la carte graphique. Donc elle fait dodo. Par contre, vous lancez un jeu... Donc elle consomme moins d'énergie à ce moment-là. Voilà, exactement. Et donc, vous avez plus d'endurance. C'est pas négligeable, parce que c'est des monstres de consommation d'énergie, ces bestiaux-là. Ça peut effectivement consommer pas mal. Voilà. Et puis, si vous lancez un jeu, branle-bas de combat, pouf, et la puce, réveille-toi, hop. Là, on réveille le génie. Voilà, on réveille le génie, et là, ça y est, on va avoir de la puissance graphique. Là où Nvidia a retravaillé sa copie, c'est qu'on va pouvoir... auparavant, on ne pouvait pas avoir... Il y avait certaines technologies qui étaient exclusives. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir de l'Optimus et une autre technologie Nvidia qui s'appelle le G-Sync, qui permet d'avoir moins de déformement d'image, moins de déchirure, etc. Maintenant, c'est possible. On peut avoir les deux parce qu'en fait, ils ont trouvé la solution au travers d'un petit composant qui permet en fait pour faire très très simple, plutôt que d'avoir une sortie graphique qui est reliée au CPU et qui communique après avec la carte graphique, et là, le contrôleur graphique qui est dans le processeur Intel ou AMD et la carte graphique sont tous les deux reliés à l'écran. Ce qui fait qu'en fait, on a juste un aiguilleur qui réveille soit l'un, soit l'autre, en fonction des besoins. Et ce n'est plus, finalement, le canal d'information ne fait plus écran, processeur, CPU, carte Nvidia, j'ai besoin de toi. Mais en fait, on a le processeur d'un côté, le GPU de l'autre, on a le petit composant au milieu qui, lui, va faire l'aiguilleur et dire « Ah, toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi ». Et donc, ce qui fait qu'on peut cumuler maintenant plein d'avantages sur une seule et même machine de gaming. Et ça, c'est chouette. Voilà. Alors, mec, je t'avoue que j'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant, et c'est ça l'essentiel. Grâce à l'aiguilleur. Je pense. C'est comme si tu pouvais faire fonctionner, pour te faire une analogie, c'est comme si tu avais deux moteurs dans ta voiture. Et dans ta voiture hybride. C'est une voiture hybride, d'accord, c'est ça. Voilà. Exactement. Il faut employer des mots qui comprennent, si tu veux. Bien sûr. Voilà. Merci, Émeric. Je t'en prie, tu as deux moteurs, voilà. Et en fait, l'hybride, l'électrique et le thermique peuvent fonctionner finalement à tour de rôle. Et en fait, ce n'est pas l'électrique qui est obligé de dire au thermique « réveille-toi, on a besoin de patates, on est sur l'autoroute ». Super. Merci pour ces précisions, Émeric Siméon, journaliste à zeronet.com. Et je vous en prie. À très bientôt, Émeric. Et bon week-end à toi. Merci, Jérôme, vous aussi.
c'est avec toutes ces bonnes choses. C'est avec émotion. Tu me feras un résumé de ce qu'a dit Émeric, parce que je te voyais un petit peu... Non, j'étais absorbé. Vu l'heure qu'il est quand même. Écoutez, on va se dire au revoir là-dessus. Peut-être un dernier mot sur notre question 01 Hebdo Orange. Seriez-vous prêt à porter un objet connecté de distanciation physique? Nous en parlions tout à l'heure avec la patronne d'Invoxia. Eh bien, Jérôme, pour l'instant, c'est toujours la même chose. Non, une immense majorité non, 66,5%. Pour un oui à 33,5%. Vous avez toute la semaine pour voter. Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre avis. On fera le point la semaine prochaine. Bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs d'avoir participé avec nous. Et puis, on se retrouve évidemment, François, jeudi prochain. Mais oui, on sera là jeudi prochain. D'ici là, allez donc regarder 01 Drive, l'émission hebdomadaire de 01 TV consacrée à toutes les mobilités. On parle de vélo électrique, de scooter électrique également ce mois-ci. Ne ratez pas ce numéro de 01 Drive qui est vraiment intéressant. Et puis, écoutez, c'est le week-end, mais il y aura aussi De quoi je me mêle, toute l'actu tech, vous le savez, votre rendez-vous du week-end, qui sera là aussi. Donc, on ne chôme pas et tout ça est à retrouver sur 01 TV, entre autres sur les box SFR, box Orange, et vous le savez, Freebox. Et sur FranceSat, tiens, on est maintenant par satellite. Tu sais, FranceSat, c'est le bouquet satellite gratuit qui permet à tous ceux qui ne captent pas la TMT d'avoir via satellite les chaînes gratuites. Eh bien, 01 TV fait partie maintenant de cette offre. Merci à vous si vous nous regardez par ce biais-là. Merci de nous avoir suivis une fois encore. Portez-vous bien et merci de regarder 01 TV. À très vite. À très vite.